Bienvenue dans le premier épisode de la saison 7 de Parlons Design. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Bauer, designer chez Decathlon, pour une discussion unique autour de la formation au design, de la conception sur un support inhabituel, mais aussi autour de quelques conseils de carrière. Une conversation détente avec des insights pépites. Bonne écoute à tous. Le partenaire du podcast, The Kakatoa Story, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Robin Parchna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, je suis avec Robin Bauer. Salut Robin. Salut Romain. Alors, épisode un petit peu particulier, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'interview. C'est vrai que quand j'ai découvert les projets sur lesquels avait travaillé Robin récemment, je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Est-ce que Robin, tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Robin, j'ai 29 ans, ça fait à peu près, je dirais, 7 ans que je bosse comme designer. Et du coup, aujourd'hui, je travaille chez Decathlon pour une application de coaching sportif qui s'appelle Decathlon Coach et qui aide les gens à se remettre au sport et à l'activité physique. Application sur Apple Watch. Oui, elle est sur iOS, sur Android. À la base, c'est une application mobile. Et on l'a récemment lancée en début d'année sur Apple Watch également pour la décliner sur une nouvelle plateforme. Eh ben, on va pas mal parler de ce projet. Tu as dit que ça faisait 7 ans que tu faisais du design. Tu as commencé directement dans le design ou tu avais fait d'autres... Tu venais d'où d'ailleurs avant ? Ouais, alors j'ai pas de formation ni de background design, on va dire ça comme ça. Moi, à la base, je viens plutôt des sciences humaines et sociales. Je fais Sciences Po, on pourrait dire assez éloigné de cet univers-là et j'en suis arrivé à ce métier-là un peu par une succession de hasards et de moments eureka. Pour la faire très, très courte, j'ai fait une année à l'étranger, aux États-Unis où à ce moment-là, j'ai découvert un cours sur le web design et voilà, j'ai appris HTML, CSS, JavaScript. Mais rapidement, je me suis rendu compte que le code et moi, ça faisait 3, mais que par contre, c'était un peu le début des interfaces, à la fois desktop et mobile et moi, j'aimais bien toute la partie, en fait, conception plus qu'écrire le code et donc je m'étais dit: «Ah, c'est intéressant et tout». Et puis, à un moment, j'ai fait un stage dans une start-up. Là, j'ai découvert le terme UX et en gros, c'était sur un été, on m'a dit: «Bah, voilà, je devrais pas le dire, mais on t'a craqué un logiciel qui s'appelle Sketch. Voilà, un peu genre, 10 articles, sur l'UX design et tu as, grosso modo 2 mois pour, refaire notre appli mobile» et donc de manière totalement autodidacte, je m'y suis mis, je me suis embarqué dans un tunnel de 2 mois et en fait, j'ai totalement kiffé, tout simplement, faire ce truc-là. Et après coup, je me suis dit: «Bah, OK, tu pas de formation là-dedans. Clairement, tu pourrais être bien meilleur si tu te formais». À l'époque, il y avait pas de formation en UX design, hein, on était là, à ce moment-là, plutôt aux alentours de 2015, et donc j'ai décidé de rejoindre une agence en me disant: «Bah, il faudra apprendre sur le tas, si une agence veut bien de moi» et j'ai eu cette chance d'être pris en stage et ensuite en CDI et d'apprendre en étant finalement, mentoré par des designers qui étaient plus expérimentés. Voilà. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené, à faire plusieurs années dans cette agence, puis à partir chez Decathlon. OK, ah c'est donc en fait, pendant tes stages de Sciences Po, Ouais. tu t'es retrouvé à faire des stages d'UX design, globalement? Exactement. En fait, je faisais un master de communication qui était le master le plus proche de l'univers du numérique dans lequel je voulais travailler. Par contre, il y avait pas de cours en design et c'est juste que, bah, voilà, il fallait apprendre sur le tas et donc oser, poser sa candidature et voir si, j'allais être accepté et puis voilà, il y a une agence qui m'a gentiment accepté et qui m'a ensuite, permis de grandir sur ce métier-là et d'apprendre toutes les ficelles du métier ou en tout cas toutes, je sais pas, mais une partie. Ah donc finalement, tu avais une formation, très concrète et en même temps, tu as été un peu autodidacte sur cet aspect design dans un premier temps. Tu l'as fait évoluer par les stages directement et par les premiers CDI. Yes, exactement, Ouais, de l'hybride entre formation classique et formation autodidacte. exactement. Et je me suis dit justement pour parler de ça, ça pourrait être intéressant, tu as l'air d'être quand même beaucoup dans cet aspect craft, en tout cas, au début tu venais vraiment de ça. Ça a été quoi ton premier vrai projet en tant que designer pro et comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a permis de t'assurer que c'était ça que tu voulais faire et d'upgrade? Ouais, alors c'est marrant parce que du coup aujourd'hui je bosse pour, une appli mobile, hein, et en fait mon premier projet ça a été sur un sujet comme celui-là et c'est assez marrant parce que pour moi c'est un projet emblématique de ce que j'ai appelé,
par la suite l'API Tegu. En gros, c'était à cette époque-là, on était en 2016-2017, toutes les boîtes voulaient leur application mobile. Un peu comme aujourd'hui, tout le monde veut être dans le métaverse ou tout défoncer dans l'intelligence artificielle. En gros, c'était un projet donc pour un assureur et son partenaire qui travaille sur de l'assistance. Donc on était sur une problématique en gros de sinistre auto, quand tu as un pneu qui crève ou que tu as un accident plus ou moins grave, ce genre de choses. Et le brief du client, c'était on veut une app pour permettre à nos sociétaires, donc les gens qui souscrivent à notre assurance, de pouvoir déclarer un sinistre auto quand il leur arrive un truc pas cool. La recherche utilisateur a mené en fait à des retours utilisateurs qui nous disaient: «Mais en fait, on s'en fout d'une app. Nous, à ce moment-là, il nous arrive un truc inattendu, très stressant. Ce qu'on veut, c'est pouvoir joindre quelqu'un au téléphone rapidement, qui va nous prendre en charge et qui va nous rassurer». Et du coup, la conviction design qu'on avait développée à ce moment-là avec l'équipe de designers avec qui j'étais, qu'on a voulu transmettre aux clients, c'était en fait, c'est pas tellement l'app qui est un enjeu. Il y a même 9 chances sur 10 pour que vos clients ne l'aient pas installé et se retrouvent dans une zone où il n'y a pas de réseau. Enfin voilà. Ce qu'il faut, c'est se concentrer plutôt sur le système de back office de tous les agents qui sont derrière le téléphone, qui ont un outil métier qui est pas du tout performant, qui galèrent à contacter les différentes parties prenantes, le garagiste, le dépanneur, etc. Et plutôt essayer d'améliorer ce truc-là pour que le service rendu par téléphone soit beaucoup plus fluide et pour les agents et pour les clients finaux. Voilà. Donc on a développé cette conviction et après moult discussions, le client a quand même tranché en disant: «On fait quand même une app de déclaration de sinistre auto». Il Voilà. était venu là pour ça, il voulait son application. Exactement. Voilà. Et du coup, après ça a amené à du design UI et des tests utilisateurs sur ça. Mais voilà, ça a été mon tout premier projet en tant que stagiaire en agence. Et donc là, j'imagine que tu avais eu, quand même un certain accompagnement sur ce départ de, lancer vraiment une vraie recherche en profondeur, pas seulement sur comment on va faire une bonne expérience d'app, mais en amont. Ça tu as réutilisé ça après, par la suite, de prendre cet énorme pas de recul, Ouais, alors en fait, ce qui était vraiment cool dans l'agence que j'avais rejoint à l'époque, c'est qu'il y avait un modèle de gestion des projets et de management qui était assez spécifique où en fait, c'était toujours un binôme de designers qui travaillaient sur un sujet avec, un lead designer et un designer plus junior. Moi, comme j'étais stagiaire, j'étais même un peu le le 3e larron, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai suivi en fait un designer qui était déjà un peu expérimenté, un designer très expérimenté et on va dire qu'ils m'ont pris par la main, tout au long du projet. Donc j'ai pas été tout de suite lancé dans le grand bain et au contraire, j'ai pu observer. Et ce qui était intéressant aussi, c'est dès les premiers jours, de projet et de stage, pouvoir produire des choses, heu, pour, voilà, apprendre en faisant tout simplement et en étant mentoré et en voyant d'autres designers qui bossaient mieux que moi, faire les choses. ouais, tu as eu cette vraie chance d'avoir quelque chose d'à la fois très large, où tu pouvais avoir de l'impact, mais en même temps, du conseil et Mais c'était intéressant justement de tout de suite dès ce premier projet voir que, le rôle du designer, c'était pas uniquement de répondre à un besoin, mais de potentiellement recadrer, la problématique ou repositionner là où était le problème et là où devait se positionner la solution. Même si à la fin, parfois le client tranche, parfois il suit la reco. Mais, voilà, c'est, quand on a une première expérience qui est, on va dire, marquée au fer rouge de ce truc-là, on se dit: «OK, en fait, ma mission, ça va vraiment être ça et ça va pas être seulement de produire des pixels, sur une interface parce qu'on m'a dit de le faire». ouais, ouais, et c'est du coup comme ça que tu as absorbé complètement ce rôle hyper rapidement, et que ça correspondait peut-être aussi vachement avec, ces points dont tu me parlais plus sur la psychologie utilisateur au tout début, où c'est clairement le fondement de tout ce qui doit être fait derrière. Oui, ouais. Et puis finalement, en fait, voilà, quand on voit que les gens qu'on interviewait nous disaient: «Mais de toute façon, genre, l'application, elle sera pas installée, mon premier réflexe, ça va être d'appeler parce que je suis en PLS et que j'ai besoin d'un humain, au bout du fil». On savait que de toute façon, la problématique, ce serait qu'on pouvait produire quelque chose, mais qui serait pas utilisé. Et donc, si c'est pas utilisé, on fait dépenser de l'argent, des lignes de code, des ressources finalement pour notre client, pour rien. Et il valait mieux y résoudre un problème utilisateur et ne pas, voilà, dépenser des ressources, pour rien. Après voilà, il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas, c'est comme ça. Carrément. Et ben, en tout cas, ça va nous faire une superbe transition vers le sujet, on va dire, un petit peu cœur, de ton actualité, et dont on va pouvoir, pas mal parler. C'est le projet, D4 Coach, donc cette fameuse application iOS, Android et aussi, sur Watch désormais,
depuis peu, où il y a ce vrai enjeu de quelles plateformes doivent être, utilisées, enfin, quelles plateformes sont nécessaires pour les utilisateurs finalement. Est-ce que tu Ouais, peux ouais, ouais. commencer par une petite intro sur, ce projet, son contexte, autant pour Decathlon côté utilisateur? Alors, en gros, comment il est né ce projet? C'est que déjà, nous au quotidien, on suit, les avis des utilisateurs. Donc, tous les matins, moi, je me lève, le premier truc que je fais, c'est lire les avis des utilisateurs déposés sur les stores, la veille. Et parmi les demandes qu'on avait, les plus fréquentes et qui représentaient la plus forte volumétrie, il y avait cette envie, ou plutôt ce besoin chez les possesseurs d'Apple Watch de pouvoir, utiliser l'application sur leur montre. Donc déjà, c'est parti de 1, c'était notre demande numéro 1, avec 1 ou 2 autres demandes, mais vraiment avec une volumétrie de demande très, très élevée par rapport aux autres. Donc on s'est dit: «Bon, bah, voilà, si on veut résoudre un point de friction, il y a celui-là». Ensuite, il y avait aussi un enjeu, plus global à Decathlon qui était, c'est une nouvelle plateforme. Voilà, Decathlon, produit des solutions web, iOS, Android, mais pas à Watch, et donc c'était une nouvelle techno que Decathlon voulait, potentiellement explorer. Donc, il y avait aussi cet enjeu-là qui a fait que finalement, on a obtenu un go pour se lancer là-dessus. Et à ce moment-là, Decat Coach, ça existait depuis combien de temps? Alors Decat Coach, ça existait déjà depuis, je dirais bien, allez, 5-6 ans, et la version actuelle, elle est sortie en prod en 2019, mi-2019, et la conception avait commencé au moins 1 an auparavant. Donc la version qui est actuellement en prod, elle avait déjà au moins 4 ans. OK, ouais. Donc il s'est passé 4 ans entre le début de la conception de la version mobile, et puis le moment où on a commencé à réfléchir à la conception de la version Watch. Et très rapidement pour, les auditeurs, ça permet de faire quoi Decat Coach? Donc c'est une application qui a pour but d'aider les gens à se remettre, à l'activité physique et sportive. On va dire que par rapport à d'autres acteurs comme Strava ou Nike, on va plutôt cibler des gens qui veulent se remettre, au sport, pas forcément, des athlètes, aguerris, et c'est plutôt l'ADN de Decathlon d'ailleurs. Et donc concrètement, ça permet de faire, je dirais, principalement 2 choses. Un, c'est, enregistrer des séances de sport. Donc c'est voilà, j'allume mon téléphone, je lance une séance, et si c'est une séance de course à pied, par exemple, bah, ça va enregistrer ma vitesse, mon parcours, ma distance, me donner des retours vocaux, par exemple tous les kilomètres, tous les 5 minutes pour savoir où j'en suis, suivre mon cardio si j'ai connecté un capteur cardio, à l'application, et cetera. Ça, c'est le premier point. Il y a plutôt ce qu'on appelle nous le tracking, donc le suivi d'activité, avec ensuite un certain nombre de stats, et cetera. Et le deuxième gros volet, et qui est vraiment ce sur quoi on essaie de développer notre singularité, c'est le coaching. Et donc c'est le fait de pouvoir suivre des programmes d'entraînement ou des séances à la carte dans plein de sports différents, aussi bien de la course à pied, de la marche que, du pilates, du yoga, du fitness, de la muscu. Évidemment, pareil, c'est de l'ADN Decathlon, donc on souhaite proposer à nos utilisateurs un accompagnement qui puisse être multi-activités, de manière à ce que, ben, OK, là-bas, je fais plutôt de la course à pied. Là, le temps, il est pas terrible, je vais plutôt remplacer ça par une séance de fitness ou de renfort ou d'étirement. Oui, justement, très sur cet aspect, on est débutant, on n'a pas forcément une extrême connaissance de quelles sont les bonnes pratiques là-dessus, et du coup, on va avoir c'est hyper, intéressant parce que tu as ressorti à plusieurs, points l'ADN Decathlon, et enfin, ça a l'air hyper clé dans la manière dont, tu fonctionnes à Decathlon et dont j'imagine les autres designers fonctionnent à Decathlon. C'est fou la place qu'a cette direction générale, Ouais, bah, je dirais que c'est quand même une boîte assez spéciale, forcément, qui a des valeurs très, très fortes, heu, qui transparaissent dès, je dirais, le processus de recrutement, et cetera. Et donc, forcément, on est amené à le vivre au quotidien, y compris dans nos interactions avec, les autres coéquipiers. Voilà, on parle de coéquipiers, on parle pas de collaborateurs. Il y a énormément de métaphores qui sont données, autour du sport, liées au management, et cetera. Donc voilà, on vit le sport, on vit nos utilisateurs, on reste en proximité aussi, c'est-à-dire que tous les bureaux au centre de conception, ils sont toujours calés avec un magasin, donc on peut aller rencontrer des sportifs, en permanence. Heu, voilà, donc ça faisait partie des choses où finalement, toute personne qui travaille chez Decathlon, sait que la mission de Decathlon, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. et du coup, cette app, elle a, entre guillemets, juste un but, ADN et renforcer cette image de marque, ou il y a aussi des enjeux business, liés, type,
vente sur l'application ou vente de produits, d'activités sportives? Alors aujourd'hui, l'application, elle est gratuite. C'est un choix aussi, très fort de conception qu'on a fait en se disant: «Bah, rendre le sport accessible, c'est aussi, accessible d'un point de vue niveau, mais aussi d'un point de vue, bah, argent, tout simplement». Là où il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent sur un modèle freemium et donc concrètement, ça veut dire qu'on va pas rapporter, un chiffre d'affaires direct, ça c'est sûr, puisque voilà, on ne fait pas payer, l'usage de l'application. Par contre, en gros, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on voit bien que les gens qui utilisent l'application vont développer une forme de préférence de marque pour Decathlon, et que in fine, quelqu'un qui fait du sport avec nous, devient un client plus fidèle, qui pratique davantage, ou des gens qui pratiquaient pas, qui se mettent à pratiquer. Bah, entre guillemets, on agrandit la taille du gâteau du sport, sur le marché français, donc on sait qu'on va avoir plus de clientèle et in fine, ça vient, j'ai envie de dire, donner du carburant au business historique de Decathlon qui est, la vente de produits et puis désormais, de la location, de la seconde vie, et cetera. Oui, complètement. Donc ça il y a un esprit et il y a forcément, voilà, un but autour de ça, mais par contre très dur à mesurer dans l'immédiat, parce que c'est beaucoup plus du long terme, de la préférence et du feeling, Ouais, c'est ça. Après, on a introduit il y a à peu près 1 an et demi, un accès, dans les pages de programmes et de séances, un lien vers les produits qui peuvent être achetés pour réaliser tel ou tel, programme ou telle séance. Par exemple, je fais du yoga, j'ai besoin d'un tapis et cetera. Mais, on l'a travaillé de manière à ce que ce soit plutôt une expérience de coaching qu'une expérience de vente, de pub. On a fait très attention au moment des tests utilisateurs, à la perception, savoir si c'était perçu comme de la pub et cetera. Et voilà, puis on l'a mis en prod et les gens étaient plutôt contents et plutôt pas, on s'est pas pris, des dizaines d'avis en mode, «Ah, ça y est, Decathlon Coach commence à faire de la pub, on est là pour, nous, tirer notre porte-monnaie». ouais. La philosophie, source reste la même et reste hyper ancrée là-dessus. Yes. Bah, justement, tu as commencé à nous parler de tests utilisateurs et de tout ça. On va creuser un peu plus vraiment dans les phases de design. Ouais. En parlant un peu de ce support relativement rare, en tout cas, que les designers ont rarement l'habitude de jouer avec, qui est l'Apple Watch, donc le format montre. Ça a été quoi, toi, les actions les plus utiles, les plus fortes pour découvrir cette plateforme, ce support, en partant, j'imagine, de aucune expérience sur Apple Watch? Bah, en fait, avant le lancement vraiment de la phase de conception, j'avais commencé un petit peu, à bencher, et donc à, bah, aller ouvrir des pages, store d'applications concurrentes et regarder un peu les captures d'écran des applications. Mais concrètement, ça donnait que quelques tendances et en fait, le truc ultime, c'était de récupérer, enfin, d'acheter une Apple Watch. Donc on a été plusieurs dans l'équipe à, voilà, à recevoir une Apple Watch et aller faire du sport avec, en fait, et tester d'autres applications de sport. Donc c'était évidemment, ça a pas duré 6 mois. Je suis pas allé faire du sport pendant 6 mois sur mon temps de travail, mais voilà, il y a eu, je dirais, une bonne semaine, d'immersion à tester plein d'applications, à voir les avantages, les inconvénients et parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui se passent qui ne transparaissent pas quand on regarde juste des captures d'écran statiques, que ce soit de l'expérience sonore, du retour haptique, donc les vibrations de la montre, des systèmes de mirroring qui font que tu peux lancer une séance sur ton téléphone et après elle apparaît sur la montre, heu, de la détection automatique d'activité où tu commences à marcher et là, il repère que tu es en train de marcher, donc il te propose d'enregistrer la séance. Enfin, il y a énormément de choses qui étaient impossibles à deviner sans tester soi-même. Donc il y a eu cette phase d'immersion qui a servi déjà de moment eureka et qui a donné beaucoup d'idées, qui allait ensuite enrichir la phase de conception pour notre application, à nous. Et ça a été partagé, avec quel, type de rôle dans l'équipe, qui travaillait sur le projet? Ouais, alors, du coup, je pense qu'à ce moment-là, on a été 3 ou 4 dans l'équipe à avoir, l'Apple Watch et aller la tester. On s'est réparti les applications, parce qu'il y en avait plein, et du coup, en termes de rôle, il y avait donc, un PM, un tech lead, le lead de iOS, donc la plateforme plutôt Apple et moi, grosso modo. Donc on était 4 dans l'équipe, à tester, sous toutes ces cultures, plein d'applications. On a testé des applications de sport, on a aussi testé des applications qui avaient des problématiques similaires, du type, des applications de musique, des applications de méditation aussi, en se disant: «Bah, ça pourrait être intéressant justement de creuser comment je consulte un catalogue de contenu, comment je lance une séance, qu'est-ce qui se passe au niveau du son, comment je gère même le côté, multi, multi-appareil de j'ai un téléphone qui va potentiellement, communiquer avec une montre, qui va lui-même potentiellement communiquer avec des écouteurs, sans fil
et ça peut vite être le bazar. Donc voilà, on a testé plein de choses, à ce moment-là en conditions réelles. Super. Et derrière, après, ça a juste été de la connaissance un peu, perso, awareness sur la plateforme ou il y a eu une sorte de livrable un peu, résumé de tout ça? Ouais, ouais. En fait, non, non, à ce moment-là, moi j'ai discuté du coup avec les personnes qui avaient fait différents tests pour avoir leur retour, qui me partagent aussi les captures d'écran qu'ils pouvaient faire sur l'app Watch, parce qu'on peut aussi en faire sur la montre et derrière, j'ai fait un gros, gros board, FitJam, en listant plein de bonnes idées de conception, en venant les illustrer par qu'est-ce qui avait été fait sur les apps. Voilà, il y a telle idée de conception, il y a 3 apps qui le font et ensuite on a fait un gros atelier de revue de toutes ces bonnes idées en se disant: «Ça on le prend, ça on le garde, ça match avec Decathlon Coach, ça matche pas» ou «Ça on sait déjà que c'est de la vision cible, c'est hyper, compliqué techniquement donc on le lancera pas dans une V1» et cetera. Voilà, donc le livrable, ça a été, j'ai envie de dire, le support, puis ensuite la prise de décision sous forme d'atelier avec les différentes personnes de l'équipe. Là où probablement le design system vous propose un peu des bonnes pratiques, des patterns et cetera sur, les plateformes, classiques, là vous avez rien du tout et donc vous êtes créé vos propres, bonnes pratiques et directions, directement pour l'Apple Watch, quoi. Ouais, effectivement, alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on s'est rendu compte qu'à un moment, quand même, toutes les applis sport, elles étaient conçues de la même manière et on se dit: «C'est bizarre, soit ils se copient tous, soit il y a des guidelines» et effectivement, on a commencé à se renseigner, on s'est rendu compte que sur, les guidelines officielles d'Apple, il y avait tout simplement une recette, qui était donnée aux concepteurs pour dire, voilà, une application de sport, pendant l'activité, c'est un système de carrousel. Il y en a un écran principal, tu vois tes valeurs, un autre, tu gères le play pause stop, un autre, tu gères la musique. Ils sont souvent dans tel et tel ordre. Donc on s'est dit: «Bah, heu, il y a aucune raison qu'on s'amuse à réinventer la roue. On va trouver, des moyens de se différencier, ailleurs». OK. Et quels ont été ces moyens de ailleurs? Ouais, bah, déjà un moyen qu'on a eu de se différencier, c'était sur, tout le côté, je dirais, retour vocal, qui est pas quelque chose présent dans toutes les applications. Donc c'est vraiment ce côté, nous on l'avait déjà sur l'application mobile, mais, d'avoir, à intervalles réguliers qu'on définit tous les kilomètres, tous les 5 minutes, un retour sur, où on en est dans notre séance, de manière à ne pas être focalisé en permanence à regarder toutes les 30 secondes sa montre. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était vraiment sur le côté, mettre en avant le suivi du cardio, donc du rythme cardiaque et des différentes zones dans lesquelles on est. Parce que suivant le rythme cardiaque qu'on a, soit on est en phase d'échauffement, soit on est vraiment dans le dur, soit on est en phase de récupération et donc ça, on a aussi voulu le travailler parce qu'il y avait pas beaucoup d'applications qui le mettaient en avant et on sait que, quand on commence à s'entraîner, on fait attention à ça parce qu'on a pour but de, par exemple, passer 5 minutes dans telle zone et il faut pas aller au-dessus ni en dessous. Voilà, on essaie de travailler des choses, autour de ça, par exemple. D'accord. Ah ouais, ouais, donc quand même des features relativement poussées, même pour un public, plutôt novice, sur le sport. Ouais, ouais, tout à fait, en sachant que, je dirais que les utilisateurs Apple Watch, étaient peut-être sur, un niveau de pratique un tout petit peu plus avancé que des ultra novices et ça s'explique assez simplement. C'est que, finalement, quand on reprend totalement le sport ou l'activité physique, on n'a pas forcément, heu, comment dire? Choisi d'investir dans une montre qui peut coûter quand même plusieurs centaines d'euros. Alors que quand on a commencé à s'y remettre et qu'on commence à être intéressé par, l'impact que ça peut avoir sur notre santé, à ce moment-là, on est prêt à investir et donc du coup, j'ai envie de dire que la moyenne, le niveau moyen, au niveau d'expérience moyen des utilisateurs Apple Watch, il était aussi légèrement plus avancé que, la moyenne de nos utilisateurs, sur l'application mobile. Et cette connaissance-là, produit utilisateur, c'est quelque chose que vous avez récupéré, en amont avec de la data quantitative? Ouais, bon point. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En gros, avant même de commencer à, concevoir, ou dessiner des écrans à la main et cetera, donc on a fait ce bench dont je te parlais, d'immersion et d'utiliser l'Apple Watch et en parallèle, en fait, on avait lancé un sondage, quanti auprès de notre communauté d'utilisateurs, en disant: «Voilà, on a mis sur la page d'accueil de l'application pendant 2 jours, je crois, on prévoit de lancer la version Apple Watch, donnez-nous votre avis» et en 2 jours, on a eu, 300 ou 500 réponses, je sais plus et ça nous a permis d'établir, voilà, un portrait robot, à la fois de qui étaient ces utilisateurs, donc quel sport ils pratiquaient, à quelle fréquence, quel niveau, de quelle manière,
et puis aussi et surtout d'avoir le portrait robot de l'application idéale. C'est-à-dire qu'on a listé toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles dans l'application mobile et on leur a dit: «Bah, si vous devez choisir entre papa et maman, si vous devez en choisir 3 parmi les 12 ou 15, lesquels vous conservez?» Parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire un produit aussi complexe que ce qu'on a sur une interface mobile, alors qu'on a un tout petit écran et que vouloir mettre tout ce qu'il y avait sur le mobile dans la montre, ça allait rendre l'application non pas, complexe, mais compliquée, tout simplement. Donc voilà, on a demandé à nos utilisateurs, en co-création avec eux, de choisir entre papa et maman. Heu, voilà, donc on a eu ce travail-là aussi en amont, pour savoir sur quelle fonctionnalité on allait devoir se concentrer en termes de conception. OK, excellent, ouais, donc il y a un très, très gros socle, combiné, on va dire, avec toutes ces actions-là. Ouais. Derrière, sur la phase de conception, pareil, avec un format d'écran un peu original, c'est on j'imagine, on peut pas le mirror, directement sur, son Apple Watch comme on le fait sur, l'iPhone, par exemple, ou sur un smartphone Android. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase de production, Ouais. itération? Ouais, alors déjà, la toute première phase, ça a été de commencer par dessiner des écrans à la main, et du coup de tomber, peut-être 50-60 écrans à la main en 2-3 jours pour déjà, dire voilà, on va faire ça et à ce moment-là, j'ai fait j'ai dessiné à la main, j'ai scanné, j'ai mis sur un board Jam et on a revu avec l'équipe en se disant: ça on garde pas, on prend l'option A ou on prend l'option B» et cetera. Et ça, c'était avant vraiment la phase UI parce que voilà, faire 50-60 écrans sur Figma, ça allait prendre une semaine alors qu'on pouvait en 2 jours déjà avoir bien dégrossi le truc. Et en plus de ça, moins on passe de temps sur une phase de conception en amont, plus on a de chances de pas tomber amoureux de ses idées et donc d'être prêt à jeter à la poubelle, les choses. Donc il y a eu ça et après le 2e point, ça a été effectivement en gros de commencer à faire vraiment de la phase UI plus poussée et donc là, c'était déjà de prendre les captures d'écran d'autres applications, voir un peu, par exemple, les tailles de typo parce qu'il y avait une grosse problématique autour de la lisibilité des valeurs pendant qu'on est en train de courir parce qu'on a le poignet qui bouge, et cetera. Déjà pas mal s'inspirer de ce qui pouvait se faire ailleurs pour pas s'amuser à réinventer la roue et puis ensuite faire du mirroring. Alors à ce moment-là, moi j'ai un peu galéré parce qu'effectivement Figma proposait pas de mirroring, directement sur l'Apple Watch. Il y avait un vague plugin qui avait été développé par un gars dans le Kansas, mais ça marchait pas très bien. Je l'avais contacté par mail, mais ça marchait pas. Et donc j'ai dû faire un autre hack, c'est que j'ai fait les maquettes sur Figma, j'ai fait des exports d'images de ces maquettes que j'ai foutues sur mon téléphone et ensuite je les ai mises en favoris sur mon téléphone et en fait l'application photo de la montre permet de retrouver les photos favorites et donc ça permettait de les avoir en taille réelle et après je suis parti courir avec des images fixes, hein, et il y avait pas de valeur qui défilait ou de chrono qui défilait, mais juste déjà de voir si en courant comme ça, j'allais avoir des chiffres, suffisamment lisibles, des zones de tape suffisamment grandes pour les doigts et cetera et cetera. Voilà, donc un peu il a fallu un peu hacker le truc, quoi. Oh, carrément, j'adore ton ensemble de techniques, le papier, par exemple, je suis un grand, grand fan, et c'est vrai que dans ces situations, ça paraît hyper, opportun, quoi. Et pas mal du tout le hack de la photo. Si les éditeurs, travaillent sur l'Apple Watch, ça peut être une bonne technique en attendant une version plus optimale. Il y aurait pas eu moyen, genre, de balancer des slides avec des liens, un truc comme ça? Il y avait pas de hack de ce type, Il y en avait sûrement plein d'autres, c'est ça qui est génial, je trouve, dans mon métier, c'est que pour un problème donné, on trouvera toujours, des moyens de contourner les problématiques. Moi, j'ai trouvé celui-là et il résolvait mon besoin, donc je me suis dit: «Je vais pas aller plus loin, j'ai juste besoin de maintenant de partir courir et d'aller vérifier mes designs». D'autant plus que c'était super important de faire ça, parce que quand on a fait ensuite les tests d'utilisabilité de l'application Watch, on pouvait pas faire les tests utilisateurs ou d'utilisabilité, directement sur les montres des utilisateurs. Donc tout ce qui était micro UI, il fallait il fallait le crash tester nous-mêmes. Voilà. En gros, les tests utilisateurs qu'on a fait faire à nos utilisateurs, c'était vraiment sur une montre virtuelle, qui s'affichait sur leur ordi. Donc ils pouvaient pas voir les vraies proportions et la vraie taille. Ils pouvaient juste tester l'ergonomie des parcours et savoir s'ils arrivaient à lancer, une séance ou à l'arrêter, des choses comme ça. Par contre, ils pouvaient pas nous faire de retour sur, «C'est trop petit, c'est trop gros» et cetera. Donc nous, on a dû le compenser par ce cas, parce que pour le coup, il y a pas de mirroring, watch et donc il y a encore moins des solutions de tests utilisateurs en distanciel, j'ai envie de dire,
parce que le but, c'était de tester avant même d'avoir écrit des lignes de code. On a pu faire du test, réel une fois qu'on avait écrit une ligne de code, mais là, c'était du test, amont. OK, ouais. Oui, donc en fait, il y a vraiment, alors je sais pas si c'est spécifique à toi ou, dans la philosophie Decathlon, mais ce truc de: «On va hacker dès que c'est possible parce que ça permet d'être efficace, de gagner du temps et d'avoir des résultats clairs pour améliorer le produit. Pas grave si c'est pas propre», globalement. Ouais, et on estimait qu'il valait mieux, tester de manière, détournée que pas tester du tout. Donc voilà, on a préféré, on va dire, bidouiller de cette manière-là. Et typiquement sur les tests, donc d'écran d'Apple Watch, mais fait sur un écran d'ordi, derrière vous avez pu en retirer des feedbacks, très quali ou ça a été quand même mitigé par le fait de ce support, très différent? Ah ouais, c'est un bon point. En fait, on avait déjà donc fait, je t'en parlais, ce sondage amont qui permettait de savoir quelles fonctionnalités en garder. Donc après, on avait déjà ce sujet du périmètre, qui avait été adressé, et donc les tests qu'on a fait ensuite sur, une montre virtuelle, sur ordi, c'était vraiment de dire: on a des parcours avec des tâches utilisateurs, lancer une séance, la mettre en pause, voir son cardio et cetera. Et il fallait surtout s'assurer de la fluidité des parcours, c'est-à-dire, s'assurer que quelqu'un qui voulait lancer une séance dans un sport, X, il y arrive, et qu'il arrive à l'arrêter, qu'il arrive à retrouver ses valeurs. Donc on était plutôt sur une logique de parcours que de micro-OMI, et en ça, du coup, le fait de le faire, sur une vraie montre ou sur un ordi, c'était pas grave. On voulait juste s'assurer que quand tu pars d'un point A, tu arrives bien à un point B. Voilà. Oui, ça a été vraiment de filtrer en fait ces tests sur uniquement ce qui n'était pas impacté par le format finalement, pour que pas avoir de biais, là-dedans. C'est ça. Très cool. Et donc tu disais une fois que ça a été en version développée, version bêta, tu as pu faire là du user test avec, des vrais utilisateurs en conditions réelles. Tu courais après eux, quelle a été la stratégie pour ça? Ouais, bah, déjà, effectivement, on avait un peu 2 communautés de testeurs. On avait ce qu'on appelle des alpha testeurs, donc c'était vraiment, des gens qui travaillent chez Decathlon, donc pas très loin de nous, et qui avaient accès à la version en amont. Donc ils pouvaient à tout moment, nous chatter ou faire une petite visio, ou simplement s'ils étaient dans les mêmes bureaux que nous, passer nous voir dans les bureaux, et on voyait ça avec eux. Ça a été la première phase, on va dire, de bêta, mais du coup alpha avec, plutôt des gens de chez Decathlon. Et ensuite, une fois qu'on a dégrossi pas mal de choses, on a pu envoyer, bah, ces premières versions en exclusivité aux bêta users. Et à ce moment-là, j'ai pas pris des trains aux 4 coins de la France, pour voir comment ça se passait. On a plutôt fait le choix de le faire en distanciel, en disant: «On envoie des mails à intervalles réguliers avec les nouvelles versions», et on avait, 2 formulaires qui permettaient aux gens de nous faire des retours. Un sur la perception globale de l'application, est-ce qu'ils en étaient satisfaits, et cetera, et un autre où ils pouvaient tout simplement nous remonter des bugs en nous expliquant quel était ce bug, qu'est-ce qui s'était passé avant qu'ils avaient amené à ce bug, donc ce qu'on appelle en QL les steps to reproduce, et cetera, pour que nous on puisse, identifier ça. Et puis aussi parce qu'on avait quelques bugs connus et on a un peu galéré à les résoudre. On posait des questions spécifiques du genre: «Avez-vous rencontré tel ou tel problème?» pour connaître les proportions et savoir si on était sur, 80 d'utilisateurs qui étaient encore concernés, ou 80 qui ne l'étaient pas, et savoir quel niveau de priorité on mettait, sur la résolution d'un bug, X ou Y. OK, ouais, donc cette phase a vraiment été utilisée comme un produit presque fini, qu'on va venir finaliser, s'assurer que ce qui a été fait avant n'a pas été foiré, plutôt que de venir vraiment faire de l'itération à ce moment-là sur, la conception en tant que telle et les flows principaux. C'est ça, parce qu'il y a vraiment eu déjà 2 tamis, lorsque ça avait été développé. D'abord, vraiment, même avant alpha, c'était nous dans l'équipe, on a eu les premières versions, donc on a pu remonter des bugs ou faire des petites itérations sur des tailles de typos, des placements d'éléments, et cetera. Ensuite, les alphas qui nous ont refait des retours, donc pour les internes des Decathlon, et ensuite les utilisateurs finaux. Donc finalement, les bêta, testeurs nous ont permis d'avoir les ultimes retouches, j'ai envie de dire, que vraiment d'avoir un truc qui était pas fini. Putain, joli parcours, ça a dû être passionnant. Le produit là, il est sorti depuis combien de temps, à date? Il est sorti quand? Il est sorti, je crois, courant janvier. Je sais plus si c'était tout début janvier ou mi-janvier, mais voilà, il est sorti en début d'année. OK, ouais, donc à l'heure où on enregistre, même si peut-être que les auditeurs l'écouteront que quelques semaines après, ça fait 8 mois.
Ouais. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu les résultats? Qu'est-ce qui s'est passé dans, l'après V1? Alors, bah, en gros, ce qui est intéressant au niveau des résultats, c'est que, globalement, on a eu des retours, positifs sur l'application et on est plutôt content parce qu'on avait vraiment fait en sorte de dérisquer au maximum dans la phase, amont. Il y a un point, qui nous a été quand même remonté régulièrement, mais qu'on avait aussi identifié pendant cette phase, c'est qu'il y avait le souhait de pouvoir, couvrir le cas d'usage du coaching qu'on n'avait pas dans cette, V1. Donc là, la version qui est sortie, qu'on a conçue, développée et envoyée en production, c'était vraiment une version qui permettait, de faire de l'enregistrement d'activité, mais pas de suivre, des programmes ou des séances de coaching avec, des instructions vocales, voire même des exercices en vidéo et cetera. Et donc ça, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va nous différencier de plein d'autres apps, y compris de l'app, présente nativement, sur l'Apple Watch. Donc, on sait que ça a frustré nos utilisateurs. En revanche, c'était vraiment un défi technique, énorme, supplémentaire qui aurait retardé grandement le lancement de la version. Donc on a vraiment fait ce choix-là en conscience, même si on savait que ça allait frustrer des utilisateurs. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une des grosses leçons de ce sujet, de ce projet qu'on a mené. C'est, bah, voilà, la distinction entre, MVP, Minimum Viable Product, et MLP, Minimum Lovable Product, elle était claire, elle était à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en faisant juste du suivi d'activité, on avait le MVP. En suivant, la partie coaching, on avait le Minimum Lovable Product. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous êtes, j'essaye de tirer des petites news. Vous êtes en train de travailler sur cette version, minimum lovable product, avec le coaching ou c'est pas pour tout de suite? Alors, c'est pas pour tout de suite, pour être tout à fait transparent avec toi, parce que, le fait d'avoir mis en production, ça nous a permis aussi de vérifier une hypothèse qu'on avait, qui était que les possesseurs d'Apple Watch, c'est une minorité bruyante. Voilà, donc concrètement, à effort égal, on préfère maintenant trouver des solutions qui vont toucher 95 de nos utilisateurs qui n'ont pas d'Apple Watch, que 5 de nos utilisateurs qui ont une Apple Watch, mais qui par contre le font savoir quand ils sont frustrés parce que, bah, forcément, quand tu dépenses plusieurs centaines d'euros dans un objet et qu'il y a une application que tu aimes bien, tu as envie que cette application soit totalement disponible avec toutes ses fonctionnalités dans cette montre. Mais voilà, en gros, on se dit, bah, si on doit mettre 10 jours de dev, on préfère, apporter des nouveautés sur la version mobile qui concernera le plus grand nombre. Et donc c'est pour ça que pour le moment, on a plutôt, dépriorisé, ce sujet pour le moment, même si, on envisage à un moment ou à un autre de le traiter, heu, mais c'est pas encore à l'étude. OK, ouais, ouais, super intéressant sur ce point de minorité bruyante. C'est vrai qu'au tout début, quand tu étais en train d'introduire, je me suis dit: «Est-ce que je lui parle de ça? Est-ce que je lui demande ou pas?» Je me suis dit: «Ah, on est dans un bon flow, continuons», et c'est marrant cet enseignement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendez un peu, que vous avez aussi essayé de dérisquer au début? Disons qu'on s'en doutait, on n'avait pas forcément des stats précises sur, quel pourcentage ça représentait, et on va dire qu'il a fallu attendre, la mise en prod, ouais, en vrai un tout petit peu en amont, pour savoir, quelle volumétrie, concrète ça allait, représenter. Mais voilà, avec du recul, on se rend compte que quand on fait de la priorisation et qu'on utilise par exemple comme le RICE, bah, la partie reach, qui est donc le nombre d'utilisateurs qui vont être touchés par, heu, une solution ou qui vont être concernés par un problème, il était vraiment rikiki sur ce sujet-là et que, on l'avait, pas surestimé, tout simplement parce qu'on n'en avait aucune idée. Et qu'on aurait pu, et ça c'est peut-être un des axes qu'on aurait pu améliorer, on aurait pu, trouver des manières, en bidouillant ou en faisant ça, dans les règles de l'art, de connaître exactement la proportion, sur ce sujet. Voilà. Tu dis justement que quelques semaines avant, vous avez déjà pu, avoir cette info-là. C'était quoi un petit peu les méthodes pour être au courant le plus fiablement possible, ou en tout cas le plus simplement, Ouais, bah, en fait, c'est tout simplement, sur une des versions qui a précédé, la sortie de l'Apple Watch, on a ajouté un élément technique qui est fourni par la plateforme iOS, qui permet de savoir si un utilisateur possède une Apple Watch ou en tout cas a une Apple Watch appairée à son téléphone. Et donc, derrière, on récupérait ce paramètre et on avait une volumétrie. Juste, on a mis X mois à, soit à y penser, soit à sortir la version qui contenait ce paramètre. Heu, voilà, donc
ça a été ça la méthode en question. OK, ouais, donc un peu dans tout cet aspect aussi, des méthodes, acquis, pour récupérer de l'info. Là, typiquement, il y avait peut-être un quick wins à implémenter, plus tôt ou pas, hein, mais qui pouvait répondre à ce truc-là et donc ça vaut toujours le coup de venir se dire: «OK, aujourd'hui on n'a pas cette info, est-ce qu'en vrai on n'a pas une petite solution simple et bête pour rajouter?» Exactement, exactement et je trouve que c'est un vrai sujet parce que, on peut vite être, aveuglé par certains biais. Moi, je pense que, par exemple, sur un sujet comme l'Apple Watch, c'est intrinsèquement sexy et donc on peut vite se dire: «Ah bah, moi en tant que concepteur ou moi en tant que PM ou moi en tant que développeur, c'est quand même quelque chose de super cool». Donc ça me donne envie de travailler dessus et parce que j'ai envie de travailler dessus, je vais peut-être, un petit peu moins focaliser sur, certains éléments d'impact comme le reach, même si, comme j'expliquais un petit peu en amont, il y avait pas que le sujet de l'impact. Il y avait le sujet de on savait que c'était, notre demande numéro un et que ça plombait aussi un peu notre note sur les stores, tu vois? Et ça, c'est quand même important et 2, il y avait vraiment un sujet aussi de acquérir des connaissances sur cette technologie, donc la technologie Apple Watch, au sein de Decathlon. Donc il y a pas eu que le côté, ça nous plaît ou ça nous plaît pas de travailler là-dessus évidemment. Il y avait plein de paramètres qui ont fait qu'on avait fait le choix de prioriser ce sujet. Ouais, c'est clair, il y a de toute façon plein de bonnes raisons, d'avoir réalisé ce projet et d'en tirer derrière, des avantages de la connaissance, et c'est juste finalement un paramètre parmi tant d'autres. Exactement, Mais en tout cas, voilà, si d'autres, entreprises veulent se lancer là-dessus et que pour eux le reach est un des facteurs premiers, c'est possible de le mesurer. exactement. Et ben, génial, plein, ouais, tu m'as appris beaucoup de choses, trop cool. J'ai évoqué au tout début, le design system et quand je préparais cette interview, j'ai tapé évidemment ton nom dans Google, tu vois? Très basiquement, et le 4e ou le 5e résultat, c'était le changelog de Vitamin, donc le design system de Decathlon, dans lequel tu étais, contributeur sur un des updates. Comment toi, tu perçois en tant que designer non rattaché à Team Design System, ton rôle par rapport à ça? Et notamment par rapport à ce projet unique sur la plateforme Apple Watch? Alors déjà, de façon générale, avant de parler de contribution, je dirais que le design system, c'est un produit, dont les designers sont les utilisateurs, et donc c'est vraiment un produit qui doit se mettre au service des designers pour, leur permettre de se focaliser sur, les bonnes choses, les choses qui comptent. C'est-à-dire, les problèmes à résoudre, les solutions, les X solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre un problème, donné, les interactions avec les utilisateurs, mais pas tellement surinvestir sur de la micro UI du type, est-ce que je mets un bouton avec, du radius ou pas? Quelle taille de typo je vais employer et cetera. Et éventuellement pour reboucler avec lui, plutôt se concentrer sur j'ai un certain nombre de composants basiques et quand je vais me concentrer sur lui, je vais plutôt me concentrer sur des micro détails qui vont faire la différence, du type, de la rédaction ou, des micro interactions et donc pour moi le design system, c'est d'abord un outil pour plus avoir à se préoccuper de ça et se concentrer sur d'autres choses, qui vont avoir de la valeur ajoutée en tant que designer, hein, parce qu'après il y a tout cet enjeu de on factorise tous les composants, c'est beaucoup plus efficace et cetera mais déjà, juste sur ce sujet-là, qui n'est pas un sujet de contribution, mais plutôt comment le design system contribue au travail des designers, pour moi, c'est vraiment ce point-là. Après, sur la manière de contribuer, en gros, déjà, il y a vraiment une équipe qui est au top, une équipe design system chez Decathlon, heu et qui est vraiment dans cette logique de co-création avec les designers, présents chez Decat. Hem, de fait, on peut, à tout moment, suggérer des choses, remonter des problèmes, dire qu'il manque un picto, proposer, carrément, un composant et ensuite il va être, rebidouillé, retravaillé et cetera. De mon côté, j'ai moins contribué sur la partie UI parce que pour être tout à fait transparent, c'est pas forcément là où je suis le meilleur, donc j'allais pas contribuer sur un truc sur lequel j'étais pas le meilleur. Moi, je sais pas faire des composants avec 17 paramètres et 14 instances, et faire en sorte qu'ils pètent jamais. Donc, j'ai trouvé plutôt d'autres manières de contribuer, notamment sur, par exemple, le sujet sur lequel je travaille. C'est-à-dire qu'au sein de Decathlon, il y a plein de typologies de produits digitaux. Il y a des sites e-commerce, il y a des outils métiers, il y a les outils des vendeurs. Moi, je travaille sur une application de pratique sportive. Il y en a plusieurs qui existent chez Decathlon et donc on avait potentiellement des problématiques de conception un petit peu différentes
de ces typologies de produits. Pour te donner un exemple, l'idée, c'est que quand on a une appli de coaching, quand on ouvre l'application, on puisse être boosté, être hyper motivé, ou quand on a une application qui se permet d'aller randonner dehors, quand on ouvre l'application, on prenne un bol d'air frais, etc. Et donc, on a plutôt, avec d'autres designers qui travaillent sur ce genre d'application, tâché de contribuer en disant comment on peut enrichir ce design system pour avoir soit des thèmes, soit des composants qui vont permettre d'apporter cette petite touche supplémentaire, et pas être sur quelque chose de ultra fonctionnel, parce que par exemple, c'est un besoin qu'on a dans l'e-commerce d'être plutôt plus fonctionnel, de mettre en valeur le produit qu'on cherche à vendre, etc. Voilà, donc il y a plutôt des contributions de ce côté-là, pour ma part. OK, ouais, plus un enjeu d'harmonisation, mais au sens, heu, ambiance, compréhension, communication avec les utilisateurs. Yes, exactement. Et après, le deuxième point, ça a été en fait, je te le disais, l'application sur laquelle je travaille, elle a commencé à être conçue en 2018. Je pense qu'à l'époque, on parlait un petit peu d'Atomic Design, mais les design systems et Figma, c'était même pas à l'ordre du jour, ou presque. Et donc, l'application Decathlon Coach aujourd'hui, par exemple, elle ne consomme pas encore le design system. Donc, si vous utilisez l'application, vous verrez des composants, mais qui ne sont pas ceux qu'on voit sur un site e-commerce, Decathlon par exemple. Ouais. Et donc on a eu tout un travail de se dire: «OK, si on devait passer l'application, à avec cette bibliothèque de composants, à quoi ça ressemblerait?» On l'a testé avec des utilisateurs pour voir aussi comment ça pouvait influer sur la perception, la motivation, et cetera. Et donc à ce moment-là, ça a été de plutôt travailler sur l'impact en termes de recherche du design system et d'une refonte UI, sur le produit. OK, OK. Super, super intéressant. Et cet aspect aussi, collaboratif qui est pas, toujours hyper présent, enfin qui est présent de diverses manières, c'est assez cool. Pour terminer, cette belle discussion, en tout cas je pense que ça aura été intéressé beaucoup d'auditeurs. J'ai quelques questions rapides pour toi, vraiment des trucs un peu plus Yes. concis, sur le sujet plus de la du carrière design. Heu je t'avoue, je profite aussi un peu de ces podcasts pour tirer des astuces sur les sujets du moment qui m'intéressent. Heu, c'est tout le jeu. Et puis je sais aussi que Parlons Design est écouté par pas mal de, jeunes designers, donc c'est aussi des sujets qui peuvent les intéresser. En général, c'est pas que pour moi. En tout cas, j'essaye de me rassurer comme ça. Et du coup, j'aimerais te poser 3 questions à ce sujet-là. Ouais. La première serait, quels seraient selon toi les critères les plus importants pour choisir sa première expérience, en tant que designer pro? Ah, c'est un bon point ça. Quels sont les critères les plus importants? Hem, je dirais, choisir, l'environnement dans lequel on souhaite travailler. Heu, C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être, plutôt, dans une petite structure et être, le seul designer ou presque? Est-ce qu'on a envie d'être dans un rôle hyper, touche à tout, et cetera? Ou est-ce qu'on a envie de plutôt, rejoindre une agence pour travailler sur plein de problématiques de conception différentes, être entouré par plein d'autres designers, et cetera? Donc pour moi, c'est peut-être le premier critère qui rentrerait en ligne de compte. Et après le deuxième, c'est, effectivement, choisir le genre de produit sur lequel on veut travailler. Heu, Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des tiraillements entre, par exemple, pouvoir travailler sur, un projet ou un produit qui pouvait être hyper challengeant, et stimulant d'un point de vue intellectuel et problématique de conception, mais par contre sur lequel, l'impact pouvait être un petit peu moindre, versus, des choses sur lesquelles on savait qu'on allait avoir un impact positif dans la vie des gens, qui étaient hyper marqués, qu'on a touché plein de gens. Par contre, ça allait peut-être être un peu plus basique et on allait peut-être être un peu plus dans notre zone de confiance sur le design à proprement parler. Donc ça, c'est pour moi aussi un autre sujet de challenge intellectuel versus, impact, et ça peut être un peu un tiraillement. L'idéal, c'est qu'on arrive à avoir un truc et hyper challengeant et qui a beaucoup d'impact, évidemment. Carrément, ouais, donc 2 critères en à mitiger, à trouver son équilibre perso, parce que clairement il y a pas de bonne réponse là-dessus, je pense. Ouais, c'est ça. Mais taille d'entreprise globalement, taille de structure qu'on va rejoindre par rapport à sa volonté perso, Ouais, hem et derrière l'équilibre.
utilité, challenge personnel, quoi. Exactement. Très bien. Eh bien, une deuxième petite question pour continuer dans ce... Et en plus, ça va pas mal se relier. De ce que j'ai vu sur ton LinkedIn, et tu me corriges si j'ai faux, mais tu as commencé donc chez l'agence Razorfish, qui est plutôt communication. Tu as ensuite été Ouais, chez PwC, donc qui est très grosse boîte de conseil. Et ouais. maintenant Decathlon, donc entreprise produit au sens large, on va dire, produits physiques et maintenant beaucoup de numérique. C'est pourquoi pour toi les trois grands souvenirs un peu caractéristiques de chacune de ces environnements de travail, de chacune de ces expériences? L'expérience chez Razorfish, moi je dirais ça a été, vraiment, un travail, hyper au contact. En gros, moi j'étais pas, designer à ce moment-là, j'étais plutôt chef de projet et donc il y a vraiment une espèce de rôle de chef d'orchestre où tu bosses avec tout le monde, et c'était aussi super parce que j'étais en tout début de entre guillemets «carrière». C'était encore des stages de césure et donc j'ai pu découvrir plein de métiers, du numérique. Donc c'est pour le coup un poste qui est intéressant, quand on veut découvrir ça. Ouais. Le deuxième plutôt chez PwC. Alors le contexte était un petit peu particulier parce qu'au moment où j'ai rejoint cette agence, elle s'appelait Nealit et elle avait été rachetée par un gros cabinet de conseil. Elle faisait partie de ces premières agences. Il y a eu ce gros mouvement, hein, au moment de près entre 2018 et 2020, plein d'agences qui se faisaient racheter par les Big Four. Et donc, je dirais que ce qui m'a marqué, d'abord, c'était le côté, on, on était encore dans une agence entre guillemets un peu avec une ambiance familiale, c'est-à-dire en gros une trentaine, une quarantaine de designers avec leurs locaux à part et une ambiance très bon enfant. Mais en même temps, le fait d'avoir rejoint un gros cabinet de conseil faisait qu'on commençait à toucher des projets sur des très gros clients avec des problématiques encore plus pointues, où on pouvait vachement plus s'élargir à du design de service aussi, et pas uniquement sur de la conception UX UI. Donc ça m'a pas mal marqué cet équilibre entre l'ambiance familiale d'une petite agence d'une part et puis, des gros projets, parce qu'on était épaulé par, mastodonte du conseil quoi, tout simplement. Et chez Decat, qu'est-ce qui marque aujourd'hui? Clairement, c'est, l'impact, que j'ai, par mon métier. C'est-à-dire que tous les matins, j'en parlais, hein, je lis des avis utilisateurs. Évidemment, il y a des utilisateurs qui sont pas contents parce qu'il y a des bugs ou parce qu'ils voudraient qu'il y ait telle ou telle nouveauté. Mais il y a aussi des dizaines et des dizaines de personnes qui juste disent, «Je kiffe trop» ou, «J'avais pas recouru depuis le lycée et j'étais essoufflé quand je montais 3 étages et maintenant je suis vachement mieux dans mon corps. Ma santé va mieux, je vous dis merci, j'ai plus de problèmes de dos». Et donc il y a un retour direct et une espèce de shoot d'endorphine tous les matins, qui me permet d'avoir un lien direct. On en parle un peu, d'une espèce de crise de sens, heu, un lien direct entre ce sur quoi je travaille et l'impact que ça a dans la vie des gens. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui c'est ça qui me touche le plus, dans un tas. Ouais, cette fameuse jauge d'impact est bien remplie actuellement, quoi. Ouais, exactement. Top. Et pour la dernière petite question rapide sur ces sujets-là, c'est que j'ai vu que tu étais contributing member chez The Product Crew. Ça fait à peu près un an, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi? Déjà, ça a été une super opportunité, c'est-à-dire que, j'ai commencé à échanger avec, Mathias de The Product Crew et on a bien accroché et à ce moment-là, il y a eu cette, opportunité de faire un retour d'expérience sur l'Apple Watch. Donc on va dire que la ma contribution principale, elle a porté sur ça, et donc de proposer, voilà, de parler un petit peu de ça, d'expliquer comment ça fonctionne dans l'arrière-boutique sur un sujet comme celui-là. Et à côté de ça, il y a en fait, c'est vraiment une communauté qui est vivante. On est régulièrement sollicité soit pour participer à des confs, des masterclass, soit tout simplement parce que, comment dire? L'équipe qui gère The Product Crew, veut, produire un rapport sur, les meilleures pratiques de recrutement ou sur, les salaires dans le design, des choses comme ça et du coup, ils sollicitent la communauté pour répondre à des sondages ou pour lire en avant-première, des contenus et partager des retours, par message. Et donc ça, c'est super intéressant et pour le coup, c'est à la portée de n'importe qui, souhaitant, rejoindre la communauté et voilà et ayant pris son on va dire, son petit ticket qui est gratuit. Donc, Voilà. donc tu recommandes plutôt à quel type de profil? Moi, j'ai plutôt l'aperçu design,
Cela dit, je sais que la communauté, elle a commencé plutôt avec les profils product puis design et maintenant elle s'ouvre aussi au métier tech donc voilà. Quand je vois passer les intitulés des confs, tech, il y a plein de trucs que je comprends pas, mais j'imagine que des profils tech trouveront ça, passionnant donc j'ai envie de dire, voilà, que tu sois, product, design, tech, tu peux rejoindre ça et voir les contenus. Et même en tant que designer, il y a plein de contenus en lien avec le product management que je trouve passionnant. La priorisation, comment on fait pour pas concevoir avec des biais, des Ouais, toujours dans ce point de, s'ouvrir un petit peu les chakras, de toucher un peu à tout, en tout cas d'avoir une idée sur, les choses qui nous entourent et puis, exactement. et ben, merci beaucoup, ça a été, hyper riche. Merci à Je toi. suis vraiment ravi, d'avoir pu discuter avec toi de tout ça. Ce que je te propose, c'est que je te laisse le mot de la fin, si tu veux rajouter un petit sujet sur lequel on n'a pas parlé ou juste si tu veux, faire, dire au revoir aux éditeurs, leur, dire où ils peuvent te retrouver. Ouais, alors, effectivement, le mot de la fin, je dirais simplement, bah, merci, merci pour l'invitation, ça fait hyper plaisir et puis je dirais que là, l'échange, il était passionnant. Je t'avoue que je suis totalement rincé. J'ai ressorti plein de souvenirs de choses, des derniers mois, hem et évidemment, pas hésiter à me contacter, hein. En général, je réponds aux différents messages et aux sollicitations. Je ghoste personne. Voilà donc n'hésitez pas et allez, le mot de la fin, je dirais à fond la forme. Parlons design, parlons design, parlons design.